De 1963, date de la première adoption du code pénal gabonais, jusqu'en 2019, les crimes rituels étaient poursuivis sous la qualification de meurtre ou d'assassinat. En 2019, avec l'adoption des nouveaux codes pénals, c'est le deuxième code pénal gabonais, le crime rituel est entré, je dis dans le livre, par la petite porte, parce que le législateur n'a pas utilisé les termes crime rituel, mais le législateur en a fait une infraction spécifique. Depuis 2019, on parle maintenant de meurtre avec prélèvement d'organes ou avec des tissus d'organes ou des tissus du corps humain, etc. Donc depuis 2019, c'est une infraction spécifique. C'est une infraction à part entière. Première avancée. Deuxième avancée, le crime rituel fait partie des infractions qui relèvent des juridictions spécialisées, notamment de la chambre spécialisée du tribunal et des cours de la cour d'appel. Contrairement aux autres infractions, lorsqu'il y a des faits de crime rituel, il y a un juge d'instruction spécialisé qui a été désigné, qui est compétent sur tous les territoires nationaux pour connaître de ce genre d'infraction. Et il y a également ce qu'on appelle la chambre d'instruction spécialisée. C'est-à-dire, le rôle de la chambre d'instruction, c'est de revoir, c'est de reprendre le travail du juge d'instruction. Et enfin, il y a une cour criminelle spécialisée. Donc aujourd'hui, le législateur a mis en place un arsenal juridique pour que la lutte contre les crimes rituels soit efficace. On a un juge d'instruction spécialisé, une chambre d'instruction spécialisée et une cour criminelle spécialisée. Ce sont des avancées notables. Et en plus, le crime rituel fait partie des infractions qui sont imprescriptibles aujourd'hui. C'est-à-dire que même 20 ans, 30 ans après, 30 ans ou 40 ans après, on pourra poursuivre les auteurs des crimes rituels. Et enfin, et c'est important également à souligner, outre ce qui a été fait en termes sur le plan juridique, il faut dire quand même que depuis un certain nombre d'années, on a quand même eu des commanditaires qui ont été inculpés. C'est déjà une avancée, qui ont eu maille à partir avec la justice, mais qui n'ont pas encore été jugés, mais qui ont été entendus par le juge. Or, jusqu'à une année, jusqu'à il y a quelques années, aucun commanditaire n'avait été inquiété. Nous osons penser que nous sommes sur la bonne voie, avec les efforts de tous, parce que le crime rituel n'est pas seulement une affaire de la société civile ou des magistrats, c'est une affaire de tout le monde. Et chacun est concerné. Donc, nous devons tous mutualiser nos efforts pour venir à bout de cette pratique qui, il faut le dire, a été importée parce qu'elle est contraire à nos us et coutumes. La preuve, dans nos langues, vous n'avez pas l'expression crime rituel. Ça n'existe pas. Et quand un crime rituel est commis dans nos villages, la première réaction de nos parents, c'est d'aller dans des sociétés traditionnelles. On va aller taper le diable, on va aller chercher l'auteur, parce que ce n'est pas dans nos us et coutumes. Nous, les peuples de la savane, les peuples de la forêt, nous reconnaissons qu'il existe un être suprême, un être transcendant. Quel que soit le nom, on l'appelle selon les ethnies Zambé, Zambi, Zam ou Zambé, etc. On sait que il est là. Donc, l'être humain, la vie est sacrée. C'est ce qui est dans nos us et coutumes. Aucune société initiatique gabonaise, dans le corpus, dans le processus d'initiation, n'intègre le sacrifice humain. Donc, nous devons tout faire pour que cette pratique qui vient d'ailleurs soit combattue avec la dernière énergie. Nous devons tout faire pour que
des valeurs des valeurs de l'excellence, du travail, de l'effort, que ces valeurs-là soient érigées en modèle de société. Premièrement, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Il faudrait que les uns et les autres puissent savoir que le crime rituel n'est pas l'ascenseur social infaillible. Que ce qui était considéré comme viatique, à savoir le goût de l'effort, le travail, l'excellence, soit considéré également aujourd'hui comme des viaducs. La deuxième piste de solution, il faudrait voir les mécanismes pour protéger non seulement l'auteur matériel, mais également les témoins. Parce que les témoins aujourd'hui ont peur de faire des déclarations. Les auteurs matériels dans le livre, je donne un porteur robot de l'auteur matériel, celui qui passe à l'acte. Il est souvent âgé entre 35 et 45 ans, célibataire, avec un niveau élémentaire ou analphabète, vivant dans la précarité, qui pense qui trouve au crime rituel, ça devient pour lui comme un fonds, comme un moyen de subsistance ou comme comme étant, comment dire ça, une activité génératrice de revenus. Et cet individu qui vit en milieu rural, il faut l'amener à protéger au moment où il fait ses déclarations. Parce que souvent, lorsqu'ils sont jugés, ils disent que nous avons été torturés, alors qu'ils font de leurs déclarations librement. Ailleurs, les déclarations sont filmées. Parce qu'à l'audience, nous n'avons plus les enquêteurs, ceux qui l'ont entendu la première fois. Nous n'avons plus les OPJ. Mais si les auditions ou les interrogatoires peuvent être filmés, il pourrait être confondu à l'audience lorsqu'il dira que non, j'ai accusé tel parce qu'on m'a torturé ou j'ai accusé tel parce qu'on m'a demandé de le faire. Ça fait appel tout ça aux moyens. Et il faut qu'il soit protégé. Il doit savoir qu'en faisant ces déclarations, il ne va pas risquer sa vie. Et enfin, comme piste de solution, au-delà de l'indépendance ou de la consolidation de l'indépendance de la justice, il faudrait qu'on crée des unités ou des services d'enquête dédiés spécialement à cette infraction qui est complexe. Et on aura des officiers de police judiciaire performants qui seront habitués à ce genre d'enquête et qui sauront dès les premières heures qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce type d'enquête. Donc voilà ce que je peux dire brièvement en termes de solutions. Il y a d'autres solutions qui sont dans le livre. Les lecteurs auront la possibilité de les découvrir. L'assistance judiciaire, ailleurs, on parle de l'aide juridictionnelle. C'est une aide qui est destinée à des personnes démunies pour pouvoir entreprendre des actions en justice. C'est dans la loi, ça existe. Mais combien de personnes arrivent à bénéficier de cette aide juridictionnelle? Parce que comme je le disais la dernière fois, vous savez, à la justice, c'est compliqué pour découvrir les méandres de la justice. Souvent, il y a des gens, c'est une petite parenthèse que je ferme, qui ont perdu les procès parce que simplement, ils ont mal orienté leur action en justice. Parce qu'au niveau de la justice, vous avez un problème avec un différend du travail. Il y a une juridiction spéciale qui s'occupe de ce genre de procédure. Vous avez un problème, une jeune fille qui veut réclamer la pension alimentaire. Il ne faut pas qu'elle écrive au procureur de la République. Si le procureur de la République classe ensuite sa requête,
elle ne va pas comprendre, simplement parce qu'elle a frappé à la mauvaise porte. L'aide juridictionnelle permettra aux personnes démunies, aux parties civiles, parce qu'aujourd'hui, nous avons des dossiers qui n'ont pas pu aboutir parce que les parents ont été incapables de payer l'autopsie. L'autopsie est payante. Or, l'aide juridictionnelle permettra de régler ce genre de situation, les frais d'huissier, les frais de procédure, et amener les uns et les autres, c'est peut-être le message que je pourrais adresser aux parents des victimes en disant, dès qu'il y a ce genre de faits, qui sont des faits qui sont très graves, il faudrait que les parents des victimes se tournent vers les autorités judiciaires, déposent plainte et qu'ils puissent faire confiance à la justice. La justice est certes lente, mais la justice finit toujours par agir et réagir.